À l'orée de Paris, le long du théâtre roulant nommé périphérique, survit une sorte de préhistoire où l'homme piéton ne se sent pas en sécurité. Sur ce terrain vague et circulaire de 35 km de long, règnent d'énormes bâtiments créatures, comme expatriés de la ville, qui se repoussent ou se regardent les uns les autres dans une mise en scène mystérieuse. Au pied de ces géants évoluent des bulles de métal qui se faufilent dans les plissements tectoniques de ce monde minéral. Dans ces limbes où finit Paris et où personne ne s'arrête, on trouve d'étranges témoignages d'autres époques qu'on laisse s'oublier là, comme volontairement exclus de la ville et de son histoire. Au milieu de l'échangeur de Bercy, une curieuse architecture militaire rappelle que d'ici on guettait l'avenir, au temps où l'horizon était dangereux. Il s'agit d'un bastion de la dernière enceinte fortifiée de Paris, l'enceinte de Thiers, qui est à l'origine de la limite actuelle de la capitale. Ce vestige est l'ultime témoignage de l'existence de cet immense mur de 34 km de long et de 128 mètres de large qui ceinturait Paris, et sur le chantier duquel 25 000 ouvriers travaillèrent pendant 5 ans à partir de 1840. Dans une ville-musée telle que Paris, faut-il que cette enceinte soit un mauvais souvenir pour qu'on n'en ait conservé qu'un bastion inaccessible condamné à un oubli discret? En 1815, Louis XVIII a réintégré Versailles et voit depuis ses fenêtres les troupes étrangères bivouaquées dans la cour du château. 310 000 Prussiens, 320 000 Autrichiens, 128 000 Anglais, 250 000 Russes et bien d'autres encore ont envahi la France et en ont fini une fois pour toutes avec l'empire de Napoléon Ier. La France vient de perdre son empire et, de quelque parti que l'on soit, c'est dans un climat de défaite et d'humiliation que l'on commence à songer à un nouveau dispositif de défense qui protégerait Paris. En 1840, après 35 ans de réflexions et de projets, on choisit le principe d'un mur fortifié de 34 km de long, ceinturant Paris au-delà de l'ancien mur d'octroi et protégé par des forts avancées. Pendant 5 ans, 25 000 ouvriers travailleront sur le chantier des nouvelles fortifications qui, en 1845, se lovent autour de Paris, percés de toutes parts par les chemins de fer et les routes. En 1860, Haussmann fait du mur la nouvelle limite de Paris en annexant les 11 communes limitrophes compris entre l'ancien mur d'octroi et les fortifications. Alors que partout ailleurs en Europe, on rase les fortifications des grandes villes pour laisser routes et chemins de fer tisser la toile du commerce moderne. Des députés et des intellectuels se sont élevés contre cette construction titanesque, trop chère et anachronique. On se scandalise qu'à l'heure des nations, on protège une capitale au détriment de la province. Et puis, parquer le peuple de Paris derrière un mur, n'est-ce pas en faire une cible à la merci d'un gouvernement répressif? 10 ans plus tard, en 1870, les Prussiens assiègent Paris et l'Empire, le Second Empire cette fois. Le 4 septembre, Napoléon capitule à Sedan. L'Empire est déchu, la Troisième République est proclamée, et la démonstration de la soi-disant utilité des fortifications est faite. Les obus des nouveaux canons Krupp de l'ennemi, d'une portée de 8000 mètres, sont passés très haut au-dessus du mur dérisoire pour retomber sur Paris. Mais le plus gros des destructions sera causé par la guerre civile qui continue de déchirer Paris après la signature de l'armistice. En effet, derrière le mur, le Paris ouvrier, socialiste et nationaliste, s'est insurgé. Il fonde la Commune de Paris et revendique la sécession et l'indépendance de la ville, à l'encontre du reste de la France aristocrate, rurale et pro-gouvernementale représentée par Adolphe Thiers. Ce dernier était avant-guerre le plus ardent défenseur des fortifications qui portaient maintenant son nom. Il se scandalisait haut et fort lorsque les détracteurs du projet de la muraille évoquaient un possible rôle répressif de l'enceinte. Maintenant, chef de l'exécutif du gouvernement réfugié à Versailles, c'est malgré tout sur son ordre
que le 21 mai 1871, on retourne les canons des fortifications et les baïonnettes vers le peuple de Paris pour en finir avec la Commune. La répression fait plus de victimes que l'invasion elle-même, et les Prussiens concluent à propos des fortifications que leur seule utilité est bien de rendre l'anarchie impossible en France. Ainsi, seulement 25 ans après son édification, l'enceinte apparaît comme un outil militaire inefficace, en même temps qu'un terrible instrument de répression. L'enceinte, qui devait être en 1845 le symbole de la vigilance d'une nation humiliée, sera finalement le symbole de la déchirure du peuple de cette nation, de part et d'autre d'un mur. Comment s'étonner qu'il n'en reste aujourd'hui que ce vestige un peu honteux. Pendant longtemps, personne n'osera parler de destruction de cet ouvrage à peine terminé. Le talus est envahi de mauvaises herbes, mais malgré tout on y vient en masse par le train de Petite Ceinture pour s'y promener le dimanche. On pêche dans l'eau croupie de ses fossés, on jardine au creux de ses bastions, on y joue. Ainsi survivent les fortifs, comme une vieille machine de guerre inutile abandonnée au bord de Paris. Au pied du mur, toute une population d'artisans, de chiffonniers, de ferrailleurs et d'indigents sont venus s'installer, chassés par l'annexion et l'urbanisation des communes limitrophes. Ces gens survivent grâce à la récupération et au recyclage des déchets que la capitale rejette. On donne pour nom à leur foire les marchés aux puces. Cette population s'est installée à l'extérieur du mur sur une zone destinée aux manœuvres et sur laquelle les constructions sont interdites. Ce que l'on appelle alors la zone devient un immense bidonville encerclant Paris. Cet urbanisme sauvage et la misère qui y règne en font le complément inséparable de la ville lumière d'Haussmann, puisque peuplée par ceux qui l'en avaient exclu avec l'annexion et les percements de ces grands boulevards. Ainsi, les fortifications deviennent un lieu important de la vie quotidienne, lieu de loisirs pour les ouvriers et employés, récif pour les pauvres, grâce à la zone qui permet de maintenir dans des proportions acceptables la misère dans Paris intramuros. Durant la Première Guerre mondiale, la grosse Bertha pilonne la ville depuis un emplacement situé à 120 km, démontrant encore une fois l'anachronisme des systèmes de défense maçonnés. Aussi, en 1919, au lendemain de la guerre, une loi sur le déclassement de l'enceinte est promulguée. Le rapporteur de la loi, Arthur Rosier, décrit le symbole de la destruction du mur qui commence. « Quand on a construit le mur en 1841, dit-il, toute l'opinion républicaine de l'époque accusait la bourgeoisie monarchique de construire le mur d'enceinte pour dominer Paris, pour faciliter son écrasement dans le cas de nouvelles révolutions. Si la démolition du mur pouvait contenir ce premier symbole d'une sorte de désarmement réciproque des partis et des classes, et de rapprochement des hommes dans l'œuvre nationale commune, ce serait un premier résultat que nous serions heureux de saluer. Le deuxième symbole, continue-t-il, c'est qu'à l'heure où la France victorieuse discute des conditions de la paix future, Paris, en enlevant son armure de pierre, atteste sa confiance que la Société des Nations la mettra désormais mieux à l'abri des guerres que les fortifications périmées qui étaient censées la défendre. La leçon du mur est apprise. Mais que faut-il construire à la place des fortifs ? La crise du logement et l'équilibre du budget municipal poussent en faveur d'un lotissement total du terrain de l'ancienne enceinte par des immeubles d'habitation. Mais les socialistes et les propriétaires des terrains qui bordent les fortifications veulent plutôt un grand espace vert et libre dédié au sport et au repos des Parisiens. On trouve finalement une solution de consensus. L'opération sera bien financée par le lotissement total du terrain de l'ancienne enceinte, mais un immense espace vert appelé ceinture verte le bordera en lieu et place de la zone. Ainsi, les partisans des espaces libres sont satisfaits et Paris se débarrasse de cette ceinture de pauvreté qui faisait régner l'insécurité aux portes de la capitale. Cependant, les procédures d'expropriation des zoniers sont si complexes qu'elles sont planifiées jusqu'en 1970. Elles seront finalement accélérées autoritairement par Pétain en 1941.
immense chantier se déploie autour de Paris. Les régies immobilières municipales consultent à tour de bras architectes et entrepreneurs. Cité Montmartre, 2734 logements. Boulevard Brune, 2659 logements. Pendant une trentaine d'années, une véritable ville linéaire va s'édifier tout autour de Paris, développant pour la première fois le concept d'une urbanisation populaire de masse qui sera la base plus tard des lotissements HLM. Des constructions basées sur la simplicité, la sobriété et l'économie s'élèvent tout autour de Paris, en respectant le zoning social de la ville. Au nord et à l'est, des immeubles d'habitat bon marché et au sud-ouest, des ILM destinés aux classes moyennes et supérieures. Le public y voit toujours la même muraille que celle des fortifs. Une muraille qui aurait enflé puis serait sortie de terre en se trouant de fenêtres et de couloirs. Georges Sadoul, en 1935, y voit des villes surpeuplées, des poumons sans air, des blocs d'immeubles d'une agressive laideur, des cours étroites comme des puits, et d'affreux embryons de petites rues qui se tortillent comme des vers coupés. Blaise Cendrars n'imagine rien de plus désespérant que ces logements entassés les uns sur les autres, jusqu'au 7e étage, à raison de 2-3 douzaines de portes par palier dans des couloirs interminables. Ces îlots, dit-il, où plus rien n'est français, sauf la voix des bandes de gosses rivaux qui se chamaillent le soir au fond des cours, les petits bébés qui crient toute la nuit, faisant les dents, ayant les vers. Il y a encore le bruit des poubelles qui est bien de chez nous, sinon on se croirait en Tchécoslovaquie, tant tout cela est rationalisé d'une façon primaire. L'ambition sociale du projet se concrétise également par l'intégration dans la nouvelle ceinture de services sociaux, de dispensaires ou d'églises. Malgré tout, l'accueil des nouveaux projets est glacial. Le Corbusier décrit une promenade au cœur des HBM comme un désert pour le cœur et l'esprit. Une immense, une gigantesque déconvenue, un gouffre de désillusion. Le fait que le chantier de la ceinture verte n'ait pas débuté n'encourage pas les critiques positives. Le mur des fortifications s'est effacé devant un immense terrain vague, de part et d'autre duquel capitale et banlieue semblent se regarder et se défier. La bourgeoisie parisienne est prise d'une poussée de schizophrénie et se met à voir dans les municipalités environnant Paris des forteresses communistes, camps retranchés d'une menaçante ceinture rouge dont plus rien dorénavant ne la protège. En 1941, Pétain veut accélérer le processus d'aménagement de la ceinture verte, dont le concept s'accorde avec les arguments de l'idéologie du régime de Vichy, tels que culte du corps, haine de la ville et retour à la terre. Mais faute de temps et de moyens, la construction des stades sera mise en œuvre bien plus tard. Ce fut la dernière fois que l'on entendit parler de ce rêve urbain et parisien appelé ceinture verte. En 1934, lors du concours de la ville de Paris pour l'aménagement de la porte Maillot, on voit se dessiner un nouveau type d'urbanisme où la ville semble enfler démesurément. Il faut à tout prix faire de la place au métro et surtout à l'automobile, dont la souplesse, la légèreté et la liberté de manœuvre sont invoquées comme les preuves de sa supériorité absolue. Le problème urbain de la limite de Paris ne semble plus être le devenir social de la ville, mais la gestion de ce qui rentre, de ce qui sort, de ce qui contourne. Tramway, automobile, métro, piétons, les portes se transforment en nœuds de circulation. De 1945 aux années 70, la promesse du tout automobile esquissée avant la guerre va se concrétiser grâce à la nécessité de raccorder les autoroutes qui convergent vers Paris. L'État voudrait voir édifier sur le terrain de l'ancienne zone qui se remplit petit à petit des HLM de la reconstruction une véritable rocade express évitant Paris. Les grands créateurs de la ceinture seront issus de la génération des techniciens d'après-guerre, habilités à travailler à l'échelle de la masse et dans un temps minimum. Ainsi, l'esthétique du périphérique sera celle d'un défi mathématique. Les échangeurs,
Machine fluide conçue pour faire passer le plus d'individus en un même point sans qu'aucun ne se rencontre jamais. Les HLM, où le nombre de logements se mesure en mètres linéaires de barres d'habitation préfabriquées. L'esthétique de ces immeubles monolithiques sera évoquée en second lieu pour magnifier les portes de Paris. Bien que se remplissant lentement, le territoire délimité par les boulevards et par le périphérique reste un lieu particulier et improbable, ni banlieue, ni vraiment capitale. Pendant près de 20 ans, le chantier du périphérique va s'y développer, avec ses 9 km en remblai, ses 13 km en tranchées ouvertes, ses 7 km de viaducs, ses 13 franchissements de la Seine, de faisceaux de voies ferrées, de canaux et ses 9 échangeurs. Mais malgré l'énorme défi technique qu'il représentait, l'achèvement du boulevard périphérique en 1973 ne donnera lieu à aucune célébration particulière. La monumentalité n'est pas au rendez-vous et le ressentiment des citadins avoisinants, souffrant du bruit et de la pollution, fait du périphérique un sujet politiquement sensible. L'ambition sociale, qui était de reloger sur place les anciens zoniers, ne sera pas respectée. Ils iront à Pantin, Bagnolet ou Orly. Ce nouvel aménagement n'arrive donc pas à se faire passer pour autre chose qu'une machine à communiquer et à loger en masse, dans l'urgence de la reconstruction. Lorsque l'automobile commence à asphyxier Paris, attiré entre autres par le nouveau périphérique, on veut inciter les banlieusards à laisser leur voiture aux portes de Paris avant d'y pénétrer. C'est à ce titre que l'on construit de vastes nappes de parking surmontées de centres commerciaux. L'emprise de la circulation conduit à un urbanisme du rejet de l'environnement routier, tenant les usagers confinés dans des rues intérieures, protégés par des murs aveugles, comme si, face à ce lieu de transit absolu qui est devenu la limite de Paris, il n'y avait plus rien d'autre à faire que de s'en protéger. Quoi de plus imparfait, en effet, que cette nouvelle limite, tantôt mur, tantôt fossé, toujours imperméable, s'imposant à la ville comme un coup de hache. Le bric-à-brac mystérieux de l'urbanisme de la périphérie a donc un sens. La limite de la ville est aussi son visage, et les changements qu'elle subit reflètent l'identité mouvante de la cité. On aura compris, grâce à l'erreur des fortifications, que son rôle n'était plus d'être une place forte militaire. Après avoir été une machine à habiter rapidement saturée, elle deviendra machine à communiquer. La congestion automobile et la dégradation croissante de la qualité de la vie qui en découle peut nous faire penser que bientôt, elle devra changer encore d'identité. Espérons que, malgré les inerties politiques et les difficultés économiques, nous saurons inventer assez tôt la ville de demain.